Europe 1. Bonjour Emmanuel Faber. Bonjour Dimitri. Vous êtes l'ancien PDG de Danone que vous avez dirigé pendant une dizaine d'années avant d'en être évincé au printemps dernier. On en parlera tout à l'heure parce que ça a été un moment intéressant de l'histoire du capitalisme français. Et ça n'est d'ailleurs peut-être pas étranger à la raison de votre présence avec nous ce matin. 9 mois ont passé et vous avez été nommé hier officiellement à la tête de l'ISSB. C'est le Conseil international des normes extra-financières. C'est un nouvel organisme qui a été créé le mois dernier dans la foulée de la COP26. Alors peut-être pour commencer, question toute bête, mais qu'est-ce que l'ISSB, Emmanuel Faber, et surtout à quoi ça va servir ? Merci. Je vais commencer par à quoi ça va servir. Ça va servir à reconnecter la finance mondiale avec les besoins économiques, écologiques et sociaux de notre époque. Et maintenant, qu'est-ce que c'est et comment ça marche ? La fondation IFRS met en place des normes depuis une trentaine d'années, issues des systèmes comptables. Donc c'est de la comptabilité qui sont en place depuis évidemment encore plus longtemps que ça. Et ces normes comptables sont réputées aujourd'hui ou comprises comme étant incomplètes dans la capacité à prendre en compte des enjeux importants d'aujourd'hui. Et donc à la COP26, comme vous l'avez dit, à Glasgow, cette fondation qui travaille dans l'intérêt public et sous la supervision des autorités mondiales de régulation des marchés financiers a annoncé la création de l'ISSB, ce Conseil international des normes extra-comptables. Pourquoi c'est important ? Je vais prendre par exemple ces normes extra-comptables, on va parler de climat et on va parler de rentrer dans le logiciel de l'économie, dans le logiciel des normes avec lesquelles les acteurs des marchés financiers travaillent et décident. La norme, c'est le langage, c'est le code source du logiciel des économies, des données climat. Quand il y a 50 ans ou 70 ans, les normes comptables ont été mises en place et elles continuent à être affinées aujourd'hui, mais sont toujours dans le même modèle, on ne connaissait pas les enjeux climatiques. Or, aujourd'hui, le plus grand assureur du monde vous dit un monde à 4 degrés de plus, on ne sait pas l'assurer. Il est inassurable. Ça dit quelque chose, c'est que l'assurance, qui est l'un des fondements de nos systèmes économiques et de nos modes de vie, n'existera plus si c'est le cas. Donc, travailler à éviter que ce soit le cas, c'est un enjeu fondamental pour nos sociétés. Un enjeu complémentaire, les banques centrales aujourd'hui ont rentré le risque climatique dans les données d'évaluation de la stabilité monétaire et donc de leurs décisions, de la façon dont elles refinancent et assurent la liquidité monétaire sur la planète. C'est pour dire que il y a un vrai besoin et que le but de cet organisme-là, de cette entité que j'aurai l'honneur de diriger, c'est de proposer des normes et de mettre en place des normes sur le climat, par exemple, avec un agenda court, puisqu'on parle d'une première norme sur le climat qui serait disponible à la fin de l'année prochaine, de façon à ce qu'on rentre ça véritablement dans le logiciel de l'économie et des marchés financiers mondiaux. Si je dresse le tableau général, le réchauffement climatique est en train de s'accélérer, les impacts sur nos vies et sur l'économie vont être gigantesques. Il faut que les entreprises aujourd'hui introduisent le paramètre climat tout en haut de leurs priorités. Autrement, l'argent qu'elles gagnent aujourd'hui, elles ne pourront pas le générer demain. Et c'est la vie en général qui est menacée si on ne fait pas cela, si on n'impose pas ce nouveau logiciel aux entreprises. Vous pensez, Emmanuel Faber ? En fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'agit pas de l'imposer. La plupart des grandes entreprises, et j'en connais beaucoup, et de leurs dirigeants, ont déjà ça en tête. La difficulté aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de langage commun pour le définir. Donc certaines organisations qui proposent des normes sont retenues par certaines entreprises, d'autres normes entre guillemets concurrentes, mais qui peuvent être tout à fait valides aussi, sont choisies par d'autres entreprises, si bien que dans leur dialogue entre elles, d'une part, elles ne parlent pas le même langage, et dans leur dialogue avec les investisseurs, elles ne parlent pas le même langage. C'est pour ça qu'il est très important d'insérer un langage commun, comparable, fiable, pertinent, dans lequel tout le monde se reconnaît. On va faire des choix qui ne plairont peut-être pas à tout le monde, mais au moins ça permettra de créer un langage commun qui lui permettra d'activer des vraies décisions, c'est-à-dire de l'allocation du capital. Quand on dit qu'on veut sortir du carbone de nos économies, il s'agira de repérer là où il est, et avec des éléments clairs sur là où il est, les investisseurs pourront prendre des décisions. De grandes banques aujourd'hui choisissent de sortir de leur crédit, non plus de capital, mais en termes de crédit, quand elles prêtent un certain nombre de secteurs, ou d'augmenter le prix auquel elles prêtent parce qu'elles considèrent que ce sont des secteurs qui sont en risque. Le charbon, c'est un exemple.
exemple. Avec, par exemple, on considère déjà aujourd'hui de très grandes banques, d'ailleurs françaises ou internationales, considèrent qu'il y a un risque de crédit sur le charbon, parce qu'on ne sait pas combien de temps les gouvernements, par exemple, autoriseront l'utilisation de mines de charbon. Donc, toutes ces questions-là vont être dotées d'un langage commun qui va permettre de véritablement prendre des décisions et du coup d'allouer du capital et de faire bouger les prix en bourse, ce qui, du coup, permettra aux dirigeants d'entreprise et à leur conseil d'administration de prendre des décisions éclairées avec leurs investisseurs. Donc l'idée, si j'ai bien compris de l'ISSB, c'est de créer une sorte de langage commun aux entreprises quand elles communiquent dans un langage compréhensible pour le commun des mortels, leurs efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez que ça va mettre fin au greenwashing? Greenwashing, je rappelle, c'est les initiatives écologiques de façade, de communication, mais derrière laquelle il n'y a pas forcément grand-chose. Et il faut bien le dire, beaucoup de Français pensent que les entreprises font un petit peu semblant d'être écologistes aujourd'hui, Emmanuel Faber. Mais oui, le greenwashing, de nouveau, je l'ai dit, donc je ne vais pas me dédire là-dessus. Le greenwashing paralyse tout le monde, c'est-à-dire qu'il encourage l'inaction. Il ne récompense tellement pas l'action, que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas, finalement, ce qui compte, c'est ce que vous dites avec le greenwashing. Donc, il suffit de dépenser un peu plus d'argent et vous avez l'air plus, entre guillemets, vertueux qu'une autre entreprise. Et c'est grave, de mon point de vue, parce que ça ne raconte pas une forme de réalité et de vérité, mais c'est d'autant plus grave que, surtout, ça freine cette transition dont l'économie a absolument besoin. Donc, une des, je dirais, conséquences positives de la mise en place de ce langage commun, c'est que ça va réduire le bruit du greenwashing. Je pense qu'il en restera toujours, c'est inévitable, mais j'espère vraiment qu'en effet, on passera de discours à la mesure des faits qui sont derrière ces discours. Les discours ne me gênent pas, dès lors qu'ils sont accompagnés de faits qui pourront cette fois-ci être vérifiés, mais également évalués, et c'est le plus important, pour que, de nouveau, la finance alloue bien sur du moyen et long terme les besoins de l'économie. Aujourd'hui, elle reste très court-termiste, parce qu'elle n'a pas les moyens, elle craint elle aussi en fait de se faire brûler au greenwashing et d'investir sur de l'argent qui n'est pas véritablement là. Alors, je voudrais qu'on parle, Emmanuel Faber, aussi de votre ancienne casquette de dirigeant de Danone, puisque, comme je le disais, votre nomination à la tête de l'ISSB n'est pas étrangère à vos expériences passées. D'habitude, en France, quand on débarque un grand patron, ça laisse globalement les Français assez indifférents. Mais pour vous, il y a eu cette exception, parce que ça a été beaucoup commenté, et on a fait de vous un symbole de ces dirigeants qui font passer l'environnement et les gens avant les dividendes. Ce qui pose une grande question. Est-ce qu'une entreprise, finalement, n'a pas vocation avant tout à gagner de l'argent avant de songer à la qualité de l'environnement? Et est-ce que vous pensez que le changement que vous appelez de vos voeux, les entreprises sont à même de le conduire, peut-être même plus que les politiques? Oui, c'est ce que je pense, et c'est pour ça que je reconnais qu'il y a eu un peu de bruit autour de mon départ, mais je me méfie des extrêmes et des lectures qui sont trop extrêmes, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Je considère vraiment que la question qui est posée là en face de nous, c'est une question de réalisme. Pour moi, ce n'est pas de l'utopie d'évoquer le fait que l'agriculture de demain doit impérativement remettre le carbone dans le sol au lieu de l'émettre par de la monoculture et par des pratiques trop intensives d'agriculture. C'est nécessaire. Qu'au lieu de céder d'intrants chimiques, nous devrions laisser la nature faire tout ce qu'elle fait déjà pour nous. C'est-à-dire que les questions climatiques ne seront pas résolues si nous n'entrons pas dans une forme d'alliance avec le vivant, et donc avec la biodiversité à la fois sauvage, mais également celle que nous avons dans nos champs. Donc tout ça, je le pense profondément, pas par idéologie, par réalisme. Une des difficultés dans le monde de l'entreprise, c'est que justement, ce langage n'a pas aujourd'hui d'éléments de mesure. C'est-à-dire qu'on sait mesurer dans un compte de résultats ce qu'est un profit, ce qu'est un coût. Je dis, de mon point de vue, je le dis depuis longtemps, que ce sont des méthodes de mesure qui sont insuffisantes pour créer la stratégie des entreprises aujourd'hui. Mais très, très objectivement, j'ai participé, on m'a nommé à la tête de coalitions importantes, y compris l'Association mondiale des entreprises de grande consommation, 500 très très grandes entreprises de distribution et des grandes marques. C'est pas pour rien. Et tous ces interlocuteurs, ces grandes patronnes et patrons autour de la table,
en réalité, ont bien ça en tête. Mais il y a un élément d'impuissance en face de gouvernances qui sont assez souvent encore très issues du passé. Les conseils d'administration doivent absolument se réformer, beaucoup plus vite, je le pense, qu'ils ne le font, et certains le souhaitent. Et de nouveau, le fait de passer à des normes qui vont permettre... Mais pour parler très concrètement, Emmanuel Faber, dans les entreprises, le conseil d'administration, il a sur le dos les actionnaires qui lui demandent quoi? Du dividende, que l'entreprise gagne des sous. C'est mon point. Ouais. C'est mon point de vue. Voilà. C'est-à-dire que si demain, chez Danone, on a fait cette expérience très intéressante de calculer et de partager avec nos actionnaires les éléments d'information d'un résultat, d'un profit que nous avons ajusté avec le coût du carbone de nos émissions. Il était à peu près divisé par 2. Ça a été une très grande et très belle discussion de ce point de vue-là, qui a été largement suivie par toutes les agences de rating, par des notations de crédit, par nos investisseurs, et qui a créé un dialogue qui consistait à dire oui, le dividende c'est très important, mais ne pas servir ce dividende au-delà de la capacité de l'entreprise à réduire ses émissions pour demain, parce que sinon il n'y aura plus de dividende dans 10 ans. Donc l'actionnaire doit accepter de percevoir moins pour permettre à l'entreprise de sauver l'environnement. Je pense que c'est déjà le cas. Sauf que aujourd'hui, quand on lui parle de l'environnement, l'actionnaire n'a aucun moyen de mesurer ce dont il s'agit. Demain, avec des normes extra-comptables, avec une mesure des émissions carbone pour toutes les entreprises, comparable à l'intérieur d'un même secteur, on donnera aux actionnaires et aux investisseurs, et donc au conseil d'administration, la capacité à avoir un dialogue éduqué sur cette question. Alors, il y a une grande question qui me hante à titre personnel. On voit que la campagne présidentielle bat son plein, on parle assez peu d'environnement dans cette campagne, alors même qu'on voit que dans tous les sondages, la préoccupation écologique est très forte dans l'opinion. Comment vous expliquez cela, Emmanuel Faber? Est-ce qu'il y a une crainte aujourd'hui des candidats à l'élection présidentielle à s'emparer d'un sujet qui est hyper complexe et pour lequel en fait on ne voit a priori pas de solution? Est-ce que c'est insuffisamment rentable électoralement, si je peux dire? Oui, c'est toute la difficulté de nos belles démocraties. C'est que, y compris compte tenu désormais de l'immédiateté des réseaux sociaux, c'est très compliqué de travailler sur le long terme dans une démocratie, et en particulier sur des questions qui, comme vous le dites, semblent d'une grande complexité. Et c'est là que je pense vraiment que l'économie et les entreprises ont un rôle absolument fondamental. La transformation dont on parle, quand on dit un monde à plus 4 degrés n'est pas assurable, c'est l'ensemble de l'économie qui est impliquée là. Donc, et nous avons des solutions. Simplement, il faut qu'on les mette en place, et je crois vraiment que les politiques publiques, je suis persuadé que l'économie travaille pour le bien commun. Elle est d'ailleurs notre bien commun. Et la réconcilier au travers de la pression qu'exerce la finance, qui au niveau mondial réalloue ses ressources en permanence. Il faut aider la finance à réallouer ses ressources là où l'économie en a besoin, et l'économie ira là où la société finalement aura besoin, là où les consommateurs, les investisseurs, les producteurs en auront besoin. Vous en avez lu le programme d'Europe Écologie Les Verts qui dit au contraire, il faut définanciariser l'économie. La finance serait l'ennemi du climat, Emmanuel Faber. Vous voyez bien que je comprends ce point de vue, mais soit on se dit que la finance est l'ennemi, et à ce moment-là, on fait du karaté. Soit on se dit, on rentre dans le logiciel de la finance elle-même, ce dont on a besoin pour qu'elle retrouve sa finalité fondamentale, qui est cette allocation des ressources selon les besoins. Et ces besoins, ils sont aujourd'hui climatiques, sociaux, environnementaux, etc. Et c'est le but, et c'est ça qui pour moi est fondamental avec ce qui a été décidé à la COP26. Et à ce moment-là, on fait du judo, on fait pas du karaté. Et c'est moi le choix que j'ai fait, je l'ai toujours fait. Je considère vraiment qu'il faut changer avec les gens et pas contre eux. Alors, dernière question, il nous faudrait des heures, je pense. Vous vous intéressez beaucoup à l'agriculture, vous en avez un petit peu parlé, c'est un très gros émetteur de CO2. Oui. Selon vous, quels sont les grands enjeux agricoles de notre temps, Emmanuel Faber? La réalité, c'est que nous ne payons malheureusement pas le véritable coût de notre alimentation, puisque les systèmes agricoles mondiaux détruisent graduellement les sols, assèchent les besoins, enfin les ressources en eau, avec beaucoup d'évaporation, de surutilisation d'irrigation, etc. Donc il faut trouver, c'est ce que nous avons appelé de l'agriculture régénératrice. D'ailleurs, il faut une économie régénératrice globalement. Ça peut commencer par l'agriculture, qui est aujourd'hui la première victime du changement climatique. On a les solutions, de nouveau. On a d'ailleurs créé une coalition de très très grands
grandes entreprises et d'organismes multilatéraux qui travaillent sur la question des indicateurs à mettre en place et des pratiques à mettre en place sur l'agriculture régénératrice. On a fait ça il y a 2 ans. Aujourd'hui, ça devient vraiment une priorité. Le verdissement de la politique agricole commune n'en est pas là où je pense qu'il devrait être. Nous avons encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine, et y compris sur la question de la biodiversité en France. Je pense qu'on peut aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ça, c'est véritablement un enjeu, comme je le disais tout à l'heure, c'est retrouver les solutions que la nature nous apporte, au lieu d'essayer d'imposer nos techniques qui sont celles issues du XXe siècle et dont on voit les limites. Merci Emmanuel Faber. Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie d'être venu nous voir sur Europe 1. Merci à vous, excellent.